Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts, l'émission qui vous propose de jeter un coup d'œil sur l'actualité de la semaine écoulée en région bruxelloise, avec autour de la table Candice Van Eyck, bonjour. Bonjour Fabrice, Candice, bonjour tout le monde. Journaliste à l'hebdomadaire M Belgique. Mehmet Koksal, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour journaliste indépendant qui est avec nous régulièrement. Karim Fadoul pour le quotidien La Capitale. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Et on termine ce tour de table avec Guy Bernard, journaliste au quotidien La Dernière Heure. Bonjour Fabrice, bonjour à tous et à toutes. Merci à tous d'être présents. Nous évoquerons évidemment les problèmes sociaux chez Deleuze. Nous évoquerons l'installation du Parlement bruxellois et la désignation de Charles Piquet comme ministre. Nous évoquerons la reprise des négociations en région bruxelloise. Mais on va commencer avec, hélas, un drame, le drame de Kuckelberg, survenu dans la journée de jeudi, avec une émotion très forte vendredi matin dans l'école fréquentée par les deux enfants tués par leur père avant qu'ils ne se suicident. C'est un reportage de Jean-Christophe Pezès et Béatrice Broteau. Les visages sont graves, les mines sombres. Devant l'école Oscar Bossart, les parents cherchent à comprendre. Bran Moorman et ses deux enfants, cette maman les côtoyait régulièrement. Elle est effondrée. Je connaissais très bien le petit Maurice et la petite Margot, qui étaient dans la classe de ma fille. Et c'est vraiment une nouvelle qui nous a tous choqués. Tous les parents sont vraiment dans un état... c'est vraiment très très dur. C'était un papa qui était magnifique, qui était formidable, sociable, gentil, toujours souriant. Aujourd'hui, c'est toute l'école qui est en deuil. L'ambiance était lourde et significative. On le ressentait quand les parents venaient conduire leurs enfants. Voilà, c'est le recueillement. Je crois que c'est le mot qui convient vraiment. À l'intérieur, l'équipe éducative est ébranlée, mais elle fait face. Le centre PMS, le service d'aide aux victimes, une cellule de la communauté française sont venus en renfort. Un soutien a été proposé aux parents qui le souhaitaient. Il faut aussi répondre aux nombreuses questions des enfants, tenter d'expliquer l'inexplicable. Ils se posent beaucoup de questions, ils ne comprennent pas comme les adultes, nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Ils ont entendu beaucoup de choses, donc entre faire la part de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas facile pour eux, donc on les écoute et on les encourage à s'exprimer librement sur ce qu'ils ressentent. La semaine prochaine, l'école envisage d'organiser un lâcher de ballon symbolique à la mémoire de Margot et Maurice. Voilà, donc sujet grave. Karim Fadoul, on n'a pas réellement d'explication sur le geste qui a été posé ici. C'est l'incompréhension totale, l'incompréhension, on le voit bien chez les parents des enfants qui côtoyaient les deux enfants de Bran Moorman. C'est l'incompréhension aussi dans la classe politique. Groen, mais d'une manière générale aussi, c'est l'incompréhension aussi pour nous, donc journalistes. Il était conseiller communal pour Groen à Kuckelberg, nouvellement élu. Très actif, très actif. C'est l'incompréhension aussi pour les journalistes qui ont l'habitude de suivre l'actualité dans le nord-ouest de Bruxelles et qui ne comprennent pas, qui ont côtoyé Bran Moorman chaque mois au conseil communal ou lors d'activités plus politiques sur place. Donc c'est vraiment l'incompréhension, d'autant que ce geste n'est pas expliqué. Il y a peut-être une lettre qui a été laissée par le papa avant de se donner la mort, mais on n'en saura peut-être pas plus, parce que très peu d'infos filtrent de la part du parquet. Donc voilà, c'est vraiment l'incompréhension totale, c'est vraiment le mot qui prédomine. Guy Bernard. Karim a tout dit, c'est le drame absolu, il n'y a aucune explication en tout cas aujourd'hui, des enfants qui sont mêlés, il n'y a pas de mots, il faudra voir ce que l'enquête parviendra éventuellement révéler. Au-delà de l'enquête, la difficulté maintenant c'est quand même aussi d'expliquer et d'encadrer les enfants. Mehmet Koksal. Fabrice, ce qui est très triste, évidemment, on pense tous à Margot et Maurice, donc, qui ont perdu les deux enfants. Mais je trouve que dans ce genre de situation, ce qui est angoissant, que ce soit tant pour les adultes que pour les enfants, c'est le manque d'information et le manque d'explication. Je connais le secret de l'enquête, etc. Mais je crois que s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'explication, ce serait intéressant quand même que le parquet ou que les enquêteurs disent, écoutez, on cherche, il n'y a rien. Ça viendra peut-être. Ça va venir, laissez-nous travailler. Le problème, c'est que lorsqu'on ne donne aucune explication, lorsque les adultes sont dépourvus, ça crée des fantasmes, ça crée de l'angoisse et ça crée de la peur chez les enfants, parce qu'on a l'impression que ça peut se reproduire n'importe où. Surtout dans ce cas de figure où c'est vraiment incompréhensible. Un conseil communal d'opposition
quasi modèle, quoi. Donc on a écouté le bourgmestre Pivin dire que c'était quelqu'un qui était constructif, qui participait, qui avait des projets. Papa poule, qui s'occupe bien des enfants. On a encore entendu la voisine et tout. Donc on a besoin d'explications. On a besoin, et si on n'a pas, on a besoin de l'état des choses, de savoir qu'il n'y a pas d'explication et qu'on ne comprend pas. Oui, tout à fait. C'est vrai que des explications vont être essentielles pour la famille, les proches, pour pouvoir surmonter ce drame. Maintenant, je pense que pour des enfants qui ont entre 4 et 8 ans, on peut venir avec toutes les explications. C'est quelque chose qui ne peut pas se concevoir à cet âge-là. Et heureusement qu'il y a une cellule de soutien qui sera là pour les accompagner. Explication, pas justification, évidemment. Donc c'était explication, qu'est-ce qui s'est produit ? Alors, on va dérouler le reste de l'actualité. Pour ça, on va accueillir nos invités. Il s'agit de Françoise Berthiaud et de Fouad Haïdar. Donc Françoise Berthiaud, réélue députée bruxelloise pour le mouvement réformateur et qui, mardi prochain, théoriquement, devrait également prêter serment comme députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, si je ne me trompe pas. Exactement. Et Fouad Haïdar, élu député bruxellois pour le SPA et qui, lui, a déjà prêté serment comme vice-président du Parlement bruxellois, premier vice-président, puisque là, traditionnellement, la première vice-présidence, c'est pour un néerlandophone. Bonjour. Bonjour à tous. Avec vous, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. On va remonter à l'installation du Parlement bruxellois et à la désignation de Charles Piquet, non pas comme ministre, comme ma langue a fourché par erreur tout à l'heure, mais bien comme président du Parlement régional. C'est un reportage de Stéphanie Trieste et Frédéric Dohénaud. Il arrive en toute décontraction devant l'Assemblée de la COCOM, la Commission communautaire commune, une institution bilingue à Bruxelles. Merci. Comme à la maison, Charles Piquet connaît tout le monde et vice-versa. Hier, l'ex-ministre-président prête serment au même endroit comme président du Parlement bruxellois. Un poste de sage, d'observateur après 19 ans à la tête de la région. J'ai évidemment la connaissance de l'institution et je sais quand même bien quels sont les enjeux dont il va être question ici. Et disons que le bureau, pas seulement le président de l'Assemblée, peut aussi susciter de bons débats. Pas de débat aujourd'hui pour cette séance toute protocolaire, bouclée en 10 minutes par un président tout sourire. Un style certainement plus rond, plus jovial, moins tranchant. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui a évidemment une expérience considérable. On l'appelle un peu le papa de Bruxelles puisqu'il a été le premier ministre-président. Donc je crois que ça a sa logique. Bien sûr, ce n'est pas un signe de renouveau. Par contre, cette expérience sera bienvenue pour gérer les nouvelles compétences dont hérite Bruxelles suite à la 6e réforme de l'État, comme le transfert des allocations familiales à la COCOM. C'est une législature qui ne sera pas simple parce que c'est un tournant dans la vie de l'institution bruxelloise qui, par le transfert de compétences, se voit reconnaître vraiment les mêmes pouvoirs que les deux autres régions, mais ça, on a toujours demandé. Et donc voilà, il va falloir être à la hauteur. Pour l'épauler, le vice-président SPA Fouad Haïdar, francophone et néerlandophone, heureux de reprendre les négociations cet après-midi. Voilà, donc ça c'était à la COCOM, la veille c'était le Parlement régional, il y a eu la VGC chez les Flamands, le Parlement francophone bruxellois, bref c'était la semaine des parlements. Charles Piquet, c'était pas tout à fait une surprise, Guy Bernard à ce poste. Non, ça faisait un petit moment que son nom circulait à ce poste-là. C'est une belle sortie aussi, en l'espèce, non, c'est pas du tout une surprise. Mais est-ce que c'est normal ? Ça c'est normal, est-ce que c'est légitime ? Il a été ministre-président, il s'en va en cours de mandat, il revient de président du Parlement. C'est un peu surprenant. Et puis effectivement, on parle à un moment donné de renouvellement. Charles Piquet, c'est pas véritablement un renouvellement. Ouais. On va peut-être interroger nos invités, Françoise Berthiaud. D'abord sur cette séance au Parlement régional Bruxelles en début de semaine. On a connu un scénario tout à fait différent du côté du Parlement wallon où il y a eu 3 jours de débats épiques. À Bruxelles, on a validé assez facilement le résultat des élections. C'est normal ou c'est un regret quand on est dans l'opposition, Françoise Berthiaud ? Nous nous sommes abstenus parce qu'un doute sur ce qui s'est véritablement passé dans le dépouillement des votes électroniques à Bruxelles, ce doute il subsistera toujours. Avons-nous ou pas les moyens de vérifier dans la machine, parce qu'il faut rentrer dans le cœur du fonctionnement de la machine, avons-nous ou pas les moyens de vérifier ? Je suis incapable de vous répondre. Mais évidemment, ce qui s'est passé à Bruxelles marquera sans doute le coup d'arrêt du vote électronique à Bruxelles. Ce doute existait dans les élections précédentes.
Pardon ? Ce doute de pouvoir rentrer dans la machine existait pour les élections précédentes. Oui, mais maintenant, le doute est vraiment réel, tant sur le fonctionnement, je vous rappelle qu'il a fallu 2 jours pour avoir des résultats officiels, que sur la qualité, la véracité des résultats. Il y a un certain nombre d'interrogations sur la réalité des chiffres. Est-ce qu'on avait la possibilité, est-ce qu'on avait les moyens de faire autre chose que d'avaliser ce vote malgré les réticences qu'on peut comprendre ? Je pense que nous avions certainement légitimement le droit de nous poser des questions. C'est bien pour ça que nous nous sommes abstenus. Il y a un certain nombre de candidats du mouvement fondateur qui ont introduit on n'était pas pressé de des pousser à la validité, à la validation des élections. Là où on était certain d'avoir les moyens, par contre, de vérifier, c'était pour le cas de la région de Charleroi au Parlement wallon. Et c'est la position qu'on a défendue. C'est quelque chose quand même de simple, de dire il y a 20 000 bulletins à recompter, il y a quand même un doute seulement sur 14 voix pour l'élection d'un parlementaire. Recomptons. Et je voudrais vous rappeler quand même qu'on va donner des leçons dans tous les pays du monde, d'envoyer des observateurs aux élections, d'aller faire des recomptages, de vérifier que les urnes sont vides avant qu'on commence à voter. Et puis, ce qu'on vient de faire chez nous, c'est tout à fait inacceptable. S'abstenir, c'est pas voter contre. Donc, quelque part, vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied. À Bruxelles, je vous rappelle qu'à Bruxelles, parce que nous ne savons pas si à Bruxelles, nous avons la capacité technique, matérielle, de vérifier et de remonter un éventuel bug. Je ne sais pas vous le dire. Pourtant, la ministre de l'Intérieur est dans la mise à l'intérieur est bien légère. Elle est bien légère dans la façon de dire à la fin d'une journée, il y a 10 bulletins qu'on connaît. C'est pas du tout sérieux comme réponse, la ministre de l'Intérieur a dit. Voilà, Idar, est-ce que c'est un débat qui anime uniquement les francophones ou est-ce que côté néerlandophone, on se pose aussi la question de la légitimité du vote électronique ? Vous savez, on s'est tous posé la question. Moi, je fais 1250 voix de préférence à Jette et cette fois-ci, j'en ai fait 260. Donc, je me pose la question de savoir quelque chose qui ne va pas. Donc, mais, vous avez quand même battu Pascal Smet. Ça va ? Oui, bon, si je peux on était à 100 voix près, mais bon, je pense que j'ai un public beaucoup plus large. Je pense, effectivement, moi, je pense que je prends des voix aussi bien chez des francophones et des néerlandophones. Les gens ne votent pas pour un langue linguistique, pour un néerlandophone, un francophone. Ils veulent un projet. Je pense que moi, je suis venu avec des idées et pas avec une langue. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, il y a des discussions, il y a des débats qui devaient être menés. Maintenant, la commission s'est rassemblée. Elle a avalisé effectivement les votes. J'ai acquiescé pour finir, mais avec un petit doute, puisque je pense que la démocratie a été touchée dans son cœur. Enfin, actuellement, quand des personnes font un choix et qu'après, on a peut-être le doute de savoir que son choix n'a pas abouti là où il devait être, c'est quand même un peu catastrophique. Et je pense revenir au papier ou donner des garanties supplémentaires serait quand même beaucoup plus intéressant. Mais justement, on évoquait votre score. Vous avez fait le premier score, je rappelle, 2813 voix pour vous, 2697 pour Pascal Smet sur la liste SPA. Vous êtes en tête de la liste. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous contenter simplement de votre poste de vice-président du Parlement ou vous visez autre chose, un poste dans le gouvernement ? D'ailleurs, vous participez aux négociations, donc c'est que vous êtes... Tout à fait. J'ai l'honneur de pouvoir participer à ces négociations pour mon parti. Je pense que c'est le parti qui décide. Nous, maintenant, j'ai effectivement fait un très bon score. Je remercie effectivement tous les gens qui ont voté pour moi. Mais je pense que jusqu'à l'heure la question actuellement ne se pose pas puisqu'on est simplement en négociation. Et dans quelques temps... Mais vous avez des ambitions, pas vous voulez occuper et on a tous des ambitions. Je pense que sinon, ça ne sert à rien de rentrer en politique. Mais jusqu'à présent, je pense que Pascal... Mais vous ne ferez pas prévaloir votre score. Vous ne le mettrez pas en avant. Pas du tout. Oh, le sourire client du monde. Bernard. À quel rythme les négociations vont-elles se poursuivre maintenant ? On a tendance à supposer, à imaginer que les choses vont aller relativement vite, ou peuvent en tout cas aller relativement vite. Faut confirmer. Je pense qu'on va attendre mardi un petit peu le rapport de M. De Wever pour voir effectivement dans quelle direction ça va aller. Et je pense effectivement les négociations, si on sent qu'effectivement... que le PS ou le SPA en tout cas n'est pas dans le gouvernement, je pense que ça va aller si vite à la région. Je pense on comptait avoir un gouvernement pour le 21 juillet, c'est en tout cas les dates qui ont été mises en avant. Oui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je pense que les groupes de travaux sont mis en place, chacun s'attelle à sa tâche, et je pense que plus vite on aura fini, mieux ça vaudra pour les Bruxellois. On va revenir dans un instant sur les négociations, si vous voulez bien, mais je voudrais quand même qu'on revienne un instant sur les séances d'installation des parlements. On a parlé de Charles Piquet. Moi, je voudrais vous interroger sur la prestation de serment des élus du PTB qui ont prêté serment le point levé. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez trouvé ça anodin et normal, ou est-ce que ça vous a choqué ? J'étais personnellement choquée. Je pense que quand on prête serment dans une assemblée, on prête serment de remplir une fonction en observant un certain nombre de règles et de respecter la loi fondamentale qu'est la Constitution. Il y a un rituel qui est installé, qui n'est pas écrit, mais qui est de lever la main droite et puis de prononcer une formule qui, elle, est bien rituelle et installée.
Je pense que dans son premier acte qu'un parlementaire pose, ou bien il démontre qu'il veut entrer dans le respect de l'institution, ou bien il veut faire directement de la provocation. Et c'est ça qui s'est passé. La main levée, c'est une règle, mais qui est très souvent transformée ou détournée. Certains font avec trois ici, doigts. C'était la main droite levée, d'aucuns, c'était le poing gauche levé. Je pense que le premier acte de parlementaire que l'on pose, on le fait dans le respect de l'institution et pas dans la provocation. Bon, c'est ma manière de voir, on peut pas moi, je pense que pour moi, le plus important, c'est qu'ils ont été très clairs en disant « je jure de respecter la Constitution ». Et ils l'ont bien dit en néerlandais et en français. Pour le reste, qu'ils lèvent le poing, le doigt, pour moi, peu importe, du moment qu'ils font leur travail et qu'ils respectent les règles de la Ça va quand même un démocratie. petit peu compliquer le travail de Charles Piquet, d'avoir des élus PTB. Ça va être un peu plus remuant que la législature précédente. Vous savez, il a l'habitude. Je pense qu'il ne doit pas s'inquiéter. Je pense qu'il ne faut pas se limiter au PTB. Je pense qu'on a été aussi virulent qu'eux, je pense. Guy Bernard. Ce point levé n'aura aucune conséquence d'aucune sorte. Jacques Brocchi, en tant que doyen, était au perchoir lorsque ça s'est passé, lors de la prestation de serment. Il a entrebâillé la porte selon laquelle, effectivement, on devrait pouvoir discuter de ce genre de choses-là. Tout à fait. Il va se passer quoi? Il l'a mis en avant. Il y aura bientôt un bureau, je crois, la semaine prochaine, et on en discutera. Mais je pense que, voilà, tant que les règles ne sont pas très établies par rapport à ça, le fait de tenir le point... Il faut voir la signification de chaque chose. S'il aurait fait un signe hitlérien, je pense que ça aurait été une autre discussion. Je pense que là est le vrai problème. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, Fabrice, dans l'installation, c'est que la précédente législature avait été marquée par, non pas des points levés, mais le port du foulard par Maïnour Özdemir, la députée CDH. Cette fois-ci, ça n'a pas amené la presse européenne, mondiale à couvrir ça. Donc maintenant, c'est plutôt les élus radicaux de gauche, PTB, qui lèvent un point, qui créent l'actualité. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. On a changé d'époque. Voilà, on a un peu changé d'époque. On a tourné une page, en tout cas, à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que la gestuelle donc, du point levé, ça a peut-être détourné un tout petit peu l'attention. Et une prestation de serment devant des militants à l'extérieur du Parlement quelques minutes avant. Également, aussi, maintenant, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une marque d'irrespect donc, de l'institution que voilà, de prêter certainement le point levé. Ouais. Alors, je voudrais qu'on voit quelques images. On faisait référence il y a un instant au début des négociations. On va voir des images de réconciliation avec des francophones, des néerlandophones, une probable future majorité bruxelloise qui allie donc SPA, CDNV, Open VLD côté néerlandophone, PS, CDH, FDF côté francophone. C'était le lancement des négociations. Je vous propose d'écouter une déclaration de Laurette Onkelings au début de cette séance de travail. Les 6 partis représentant une large majorité de 52 sièges au Parlement régional bruxellois engagent les négociations et sont bien destinés à définir un projet cohérent et global qui donne un nouvel élan à notre région. Ils prennent d'ores et déjà les engagements réciproques suivants. 1. La 6e réforme de l'État sera intégralement mise en œuvre. Le prochain gouvernement sera un partenaire loyal et constructif de cette réforme au profit de l'ensemble des Bruxellois, quelle que soit la langue qu'ils utilisent. 2. Bruxelles a besoin de se développer dans la paix communautaire et dans le respect de son autonomie pleine et entière. Ainsi, l'ensemble des mécanismes et garanties institué pour permettre une cohabitation harmonieuse des francophones et néerlandophones à Bruxelles sera respecté. Les partenaires estiment important de dégager les moyens nécessaires aux grands projets de développement de Bruxelles, entre autres les projets NEO, le plan Canal et la zone Josaphat. D'autre part, ils soutiendront la réalisation du nouveau stade national sur le parking C, à condition que les moyens publics de la région ne soient pas sollicités. Voilà, donc une déclaration de réconciliation, on pourrait dire ça à Guy Bernard. Oui, manifestement, mais je voulais demander à Fouad Haïdar, même si on parle évidemment du CDNV et de l'Open VLD en premier lieu, selon lui, ce qui a fait que qu'on a eu droit à ce déblocage. Est-ce que c'est uniquement cette déclaration d'intention commune? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je pense qu'à partir du moment où il y avait une déclaration commune, claire et nette, de ne pas faire du communautaire
et de ramener le communautaire constamment dans les débats au Parlement bruxellois, je pense que déjà on avait un minimum de garantie. Puis deuxième chose, vous savez, moi je ne cache pas, Didier Gauzoin, Claire Failly et Emmanuel Deboc, ce n'est pas Minguin, quoi. Donc je pense que, voilà, je pense que de chaque côté, nous avons des gens qui aiment mettre de l'huile sur le feu. Et donc je pense qu'il y en a un... président et pas les autres. Tout à fait, peut-être. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous allons travailler... et donc on va travailler avec des gens qui, effectivement, avec qui j'ai travaillé pendant des années, et qu'on a déjà travaillé ensemble, on a déjà une expérience de travail. Et je pense que ça a aidé certainement un peu plus. Et puis bon, le fait d'être... un petit peu la discussion qui est passée en Flandre, que le VLD ne s'est plus retrouvé, je pense que ça a accéléré un peu les choses. Oui. Françoise Berthiaud, le MR était dans le gouvernement, est toujours dans le gouvernement fédéral, a fixé un peu la 6e réforme de l'État. On entend ici Loreton Collins dire que les partenaires s'engagent à respecter, à mettre en place la 6e réforme de l'État. Le FDF n'a pas voté la 6e réforme de l'État. Donc, et le FDF est maintenant donc partenaire pour la région, et donc le MR est dans l'opposition. Vous regrettez un peu vos choix tactiques dans... Non, pas du tout. Je veux dire, nous regrettons tellement peu que les citoyens nous ont suivis et que nous avons progressé dans toutes les assemblées, ce qui veut dire que le travail que nous avons accompli au cours des dernières années était reconnu par nos concitoyens. On regrette évidemment cette majorité de perdants qui s'est faite à Wallonie et à Bruxelles, et ça, on le déplore vivement. Mais quant à la 6e réforme de l'État, j'avais entendu il y a quelques jours le président du FDF dire qu'il était légaliste et que dès lors qu'une loi était votée, même s'il l'avait combattue, il allait l'appliquer. Ça me paraît évidemment tout à fait élémentaire. Et c'est vrai que si maintenant le FDF, en rentrant dans le gouvernement, donne des garanties de ne pas saboter la mise en œuvre d'une législation qui est votée, je le rappelle quand même, eh bien, on peut espérer que ce côté-là, ça se passera bien. J'ai envie de vous dire, j'ai envie que ça se passe bien. Parce que la 6e réforme d'État, pour les Bruxellois, par exemple, ce qui sera le plus visible, ce sont les allocations familiales qui reviennent à Bruxelles. Et si, là, ça devient quelque chose de foireux, de pas organisé, c'est toutes les familles qui vont le payer. Donc, même dans l'opposition à Bruxelles, la mise en œuvre de la 6e réforme de l'État, j'espère que ça se passera bien. Candice Van Eyck. Oui, j'ai une question donc pour Monsieur Haïdar. On entendait donc la déclaration donc de Loreton Collins qui parlait de différents défis qui attendent la région bruxelloise, comme le financement du projet NEO de la zone Josaphat. Pas un mot sur une autre question qui posera problème, c'est-à-dire le survol de Bruxelles. Est-ce que c'est pour ne pas mettre à mal les élus bruxellois flamands par rapport à leurs partis respectifs? On n'en a pas parlé, mais peut-être que le débat est encore ouvert, donc les négociations sont encore en cours. Et ils ne passent pas au-dessus des néerlandophones, les avions. Ils passent aussi autour des néerlandophones. Je pense qu'on est tous des Bruxellois d'abord pour commencer. Et je pense qu'on est autour de la table avec des Bruxellois, qu'ils soient flamands ou francophones, peu importe. Et effectivement, c'est un débat qui est pas facile, mais il sera certainement pas facile. Je vais me permettre de reposer la question de Candice Van Eyck d'une autre manière. Est-ce que les SPA bruxellois peut demander aux SPA du Brabant flamand, par exemple, que le Brabant flamand prenne plus de survol? Écoutez, je reposerai la question et je vous répondrai la prochaine fois que je viens. Karim Fadoul. Une question pour les deux. Vous préférez un gouvernement qui est dirigé par qui? Par Rudy Verwoerd ou par Loreton Collins? Aucun des deux. Vous allez dire Didier Renders? Non, mais je pense que... La question se pose et elle n'est pas tranchée. Tout dépendra de ce qui se passera au niveau fédéral. Un chef de groupe qui était ma tête de liste à la région, qui a une excellente connaissance de notre région. Mais c'est pas pour lui cette fois-ci, de toute façon. C'est pas pour lui, donc comment voulez-vous que je préfère les autres? Puisqu'on parle casting, je vous propose d'écouter quelqu'un qui n'a pas fait trop mystère de l'endroit où il devrait se retrouver dans le prochain gouvernement et qui pense d'ailleurs que ce gouvernement arrivera le 21 juillet, c'est Guy Van Engel. Le but final qu'on s'est fixé, c'est de le faire pour le 21 juillet. Comme d'habitude, c'est un peu la tradition région bruxelloise. Et si on peut le faire plus rapidement que cela, tant mieux. Ouais. Vous êtes candidat pour rester ministre du budget? Vous avez envie de changer? Moi, j'aurais bien une fois envie de changer, mais je dois vous dire que beaucoup de mes collègues qui se trouvent autour de la table insistent pour que je fasse la même chose encore les 5 ans à venir. Et alors, vos collègues vont réussir à vous convaincre ou, fort de la victoire dans le camp flamand, parce que vous avez 5 députés, les autres n'en ont que 3 ou 2, vous pouvez leur dire non, moi je choisis ce que j'ai envie de faire? Il faut toujours créer une ambiance... Vous allez vous dévouer, si je comprends bien. Oui, voilà. Le poste du ministre du budget, c'est pris. Dites-nous qui est le ministre-président, Haïdar.
Écoutez, comme j'ai 4 filles, je pencherais pour une femme, quoi. Ça changerait un petit peu, peut-être que ce serait dirigé autrement. J'ai pas de problème avec Rudy Vervoort, c'était une personne très intelligente avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, mais je pense que... Donc Lorette Onkelings ferait une bonne ministre-présidente, je pense. On donnera la chance à une femme, peut-être que ce sera dirigé autrement. Je pense que, voilà, pourquoi pas. Et c'est le conditionnel ou le futur? C'est ferait ou fera? Je suis pas très fort en conjugaison. Et alors, une dernière question. Le SPA, le Parti socialiste flamand, il a envie d'avoir quoi comme compétence? Écoutez, on ne sait pas très bien. En tout cas, du côté néerlandophone, on sait très bien qu'on voudrait le bien-être, le sport et la jeunesse. Mais bon, il faut voir si c'est possible. Et les travaux, la mobilité parce que non, je pense que la mobilité, cette fois-ci, ce ne sera pas ça. Mais je pense que l'aménagement du territoire serait peut-être un poste intéressant. L'urbanisme, on verra bien. Je pense que redessiner cette ville, comme on a toujours voulu la voir, pourquoi pas, quoi. Alors, une dernière question sur les négociations bruxelloises, comme oui, apparemment, donc... la formation du gouvernement bruxellois semble être sur la bonne voie, ça risque d'aller vite, heureusement. Mais est-ce que malgré tout, vous voyez des questions qui pourraient constituer des pierres d'achoppement encore vers la formation de ce gouvernement? C'est par rapport au budget qu'on a. Enfin, vous savez, il y a des choses qui doivent être réalisées. On a promis des choses aux Bruxellois, que ce soit la location de loyer, que ce soit la politique de l'emploi, la création de nos stimuli pour les entreprises, la gestion des allocations familiales. C'est important que tout se fasse dans les règles. Je pense que voilà, le tourisme va être maintenant régionalisé. Donc il y a des points comme ça où à un moment donné, je pense que chacun apporte un peu sa pierre. On sera 6 ministres dans le gouvernement. Enfin, il y aura 6 ministres dans le gouvernement. Chacun voudra sa part du gâteau. Et donc je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui veulent moins de taxes ou plus de taxes. Voilà, il y aura peut-être des secrétaires d'État aussi. Vous savez, moi, chez moi, il y a des choses qui sont claires. Il y a 2 communautés à Bruxelles. Il y a 2 communautés, une qui est riche et une qui est pauvre. Et il faut trouver une solution pour éradiquer la pauvreté à Bruxelles. Et ça, c'est pour moi une des priorités. Guy Bernard. Juste peut-être une petite question à Madame Berthiaud, en dehors de la frustration légitime de ne pas en être. Est-ce que la façon dont les choses se passent jusqu'ici, est-ce que les garanties, pour reprendre le terme qui a été utilisé, sont de nature à, j'utilise évidemment des guillemets, à vous rassurer quelque peu? Je ne vois aucune garantie, donc je ne suis absolument pas rassurée. Je vois que les partis qui sont autour de la table ont pour certains fait énormément de promesses électorales qui coûtent beaucoup d'argent. Je ne sais pas où sont les finances. Et donc, comme bruxelloise, comme citoyenne bruxelloise, je me dis, est-ce qu'on va me mettre des nouvelles taxes? Ou bien est-ce qu'on va continuer d'endetter la région, mais vous savez qu'on ne peut plus le faire, puisqu'à un moment donné, c'est l'Europe qui est notre contrôleur là-dedans. Et donc, les garanties, j'en vois toujours pas pour le moment. Alors, on va quitter le territoire régional, si vous voulez bien, et s'intéresser à ce qui se passe au niveau du fédéral. C'est Bardo Wever qui est la main en tant qu'informateur. Peut-il séduire des partis francophones? On pense au mouvement réformateur, mais aussi au CDH. Écoutez la réponse de Benoît Serex. Vous savez, ce n'est pas convaincre que le CDH, c'est convaincre l'ensemble des partenaires de monter dans une coalition au niveau fédéral. Et ça, il faut le faire sur la base d'un projet et d'un programme. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui de l'informateur royal. Nous avons répondu, comme les autres formations politiques, à une série de contacts et d'invitations. Maintenant, il faut à un moment donné qu'il y ait un projet sur lequel on puisse discuter. Quand vous dites un projet, ça veut dire un menu de négociation où Bardo Wever dévoilerait un petit peu ce qu'il a envie de faire. Vous savez, on ne peut pas partir quand même les yeux dans le noir. Et donc, il faut à un moment donné qu'on puisse savoir ce sur quoi on souhaite travailler dans les prochaines années au niveau fédéral. Et ça, aujourd'hui, au-delà des contacts informels qui ont eu lieu avec l'informateur, on ne voit pas encore très clair à ce niveau-là. Alors, première réaction, peut-être Karim Fadoul, c'est une porte à moitié ouverte ou à moitié fermée, celle qu'on vient d'entendre? Les deux. Le problème, c'est qu'avec le CDH, c'est qu'il est capable d'être dans une majorité plutôt de centre-gauche au niveau régional et communautaire, et puis se retrouver au fédéral dans une coalition de centre-droit. L'histoire n'est pas encore tout à fait écrite. C'est pas encore tout à fait écrit, mais en tous les cas, Bardo Wever drague tout le monde. Il drague à droite, il drague au centre. C'est un peu son rôle. C'est un peu son rôle, et puis surtout après le coup qu'a fait le PS, notamment, on comprend très bien que Bardo Wever va aller dans un sens plutôt que dans un autre. Ça, c'est tout à fait clair, évident. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout à ce scénario de CDH au centre-gauche, au niveau des entités fédérées, et puis au centre-droit, même droite, pas du tout centre, au niveau... puisqu'en plus, le CDH, pendant les élections, je sais pas, on a tous entendu Delperré et compagnie dire NVA c'est raciste, etc. Bien sûr. Enfin, je veux dire, donc ça vous semble inconciliable. Intenable, mais en tout cas, ou alors c'est un grand écart.
qu'on a déjà vu, mais qui serait difficile à refaire. Candice Vanek. Moi, j'avais une question pour Madame Berthiaud. En fait, si le MR parvient à obtenir les garanties suffisantes de la part de la NVA, que, mis à part la mise en œuvre de la 6e réforme de l'État, il n'y aura pas donc d'autres réformes sur l'institutionnel. Est-ce que finalement, ce n'est pas une belle opportunité aussi pour le MR d'enfin mettre en route une vraie politique libérale sans avoir les socialistes pour jouer la mouche du coche au gouvernement? Il y a d'autres choses, je voudrais être très très clair. Il y a évidemment l'aventure d'une réforme institutionnelle que nous ne voulons plus maintenant. Il y en a une à mettre en œuvre et puis il faut s'occuper socio-économique. Mais dans le programme de la NVA, en matière socio-économique, il y a des choses qui sont inacceptables pour nous. Et donc je pense que ce n'est pas uniquement des garanties institutionnelles qu'il faudrait obtenir pour que nous puissions monter dans un gouvernement dont le formateur serait de la NVA. Il y a une série de points dans le programme socio-économique de la NVA, notamment par rapport au chômage, par exemple, qui sont inacceptables pour nous. Et on l'a clairement dit dans la campagne, c'est pas parce que la campagne est finie qu'on a changé d'avis. Hier, sur Télé Bruxelles, Armand de Deckers était quand même assez favorable à l'idée d'une coalition de droite au niveau du fédéral. Il ne faut jamais s'aventurer trop vite quand des négociations préliminaires, parce qu'on est au stade de l'information, on n'est pas encore au stade de la formation d'un gouvernement, on est au stade de négociations préliminaires qui sont en cours. Moi, vous ne m'aurez pas à m'avancer trop vite sur ce qui est préférable ou ce qui ne l'est pas. Pour le moment, je suis observateur. Les choix sont limités, Madame Berthiaud. Et même pour De Wever, les choix sont limités au niveau francophone. Oui, voilà, c'est sûr que CDH, ça, j'ai quand même bien perçu la situation. Ça, qui va se jeter dans la gueule du loup. J'ai bien perçu la situation. Je connais aussi la capacité du CDH, où on avait discuté, à faire le grand écart. Regardez dans l'affaire du survol des avions, c'est le ministre CDH qui le fait, c'est critiqué par un bourgmestre CDH et par l'utilisateur. Enfin, le grand écart, il est fréquent chez eux. Donc moi, pour le moment, je reste une observatrice prudente de la situation fédérale. Candice Vanek. Mais pourtant, ça vous permettrait quand même de vous positionner comme un parti d'État vraiment responsable, parce que... Mais on l'est. Oui, mais ça vous obligerait à mouiller Bart De Wever au fédéral. Et finalement, ce n'est pas la meilleure position pour lui, parce que si on le laisse continuer, comme il l'a fait précédemment, donc au sein du gouvernement flamand, à taper sur le fédéral, on peut quand même craindre qu'aux prochaines élections, ce soit le raz-de-marée de la NVA, et avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre pour le pays. Nous voudrions continuer à exercer des responsabilités au niveau du pays. Mais quand je vous entends, nous être le rempart anti-Bart De Wever, c'est pas ça l'objectif d'une formation politique, c'est de pouvoir réaliser son programme. Et nous avons. Est-ce que vous n'avez pas une occasion unique de pouvoir le réaliser, sans doute moins à gauche que d'habitude? Nous pouvons avoir une possibilité de réaliser des choses extrêmement importantes dans le programme. Et vous le savez, on a mis en évidence la réforme fiscale à laquelle nous sommes fort attachés. Si des choses comme ça peuvent se réaliser, c'est une belle opportunité pour nous. Mais notre opportunité n'est pas de ratatiner un parti de l'autre côté de la frontière linguistique. C'est pas notre rôle. Oui, en tout cas, nous les informations qu'on a, en tout cas, et je pense qu'on a quand même des contacts avec des personnes du CDNV qui nous confirment effectivement qu'il y a apparemment déjà plus ou moins un petit accord avec le CDH et le MR pour effectivement former ce gouvernement de centre droit. Maintenant, ils peuvent y aller. Je veux dire, à partir du moment où si la NVA... C'est des ballons d'essai, ça. S'il vous plaît ? C'est des ballons d'essai. Oui, des ballons d'essai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que Bart De Wever n'est peut-être même pas intéressé par la solution, parce que peut-être qu'il est dans un deuxième scénario. Ce serait plus intéressant pour lui, parce qu'il faut qu'il sera loyal avec tous les Belges à ce moment-là. Il doit faire son travail et il devra être responsable pour tous les Belges. Et je pense que ce scénario-là ne lui intéresse pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de sources sûres du côté du CDNV, on me dit effectivement qu'il y aurait apparemment un accord... Il ne faut jamais rien vous dire à vous. Non, parce qu'il répète tout. Moi, j'ai quand même une question pour Françoise Berthiaud. Est-ce que vous pourriez accepter de monter dans un gouvernement, dans une coalition, en étant le seul parti francophone? Est-ce que c'est jouable, ça? Ben, je pense que d'abord, ce n'est pas l'hypothèse qui est sur la table maintenant. Alors ne me demandez pas de faire des plans sur une comète. Non, c'est vrai, il n'y a que les journalistes qui pensent ça. Je sais que c'est un exercice journalistique que je lis presque tous les jours. Mais dans les partis, on n'y pense jamais. Ce n'est pas le scénario dont on parle aujourd'hui. J'apprends même par M. Haïdar que le scénario dont on parle aujourd'hui serait même plus avancé qu'on ne le pensait jusqu'ici. Donc je ne vais pas me prêter à un jeu qui est un jeu dangereux. Mais est-ce que ce scénario-là est envisageable, ne fût-ce qu'en regard de ce qui se passe dans les entités fédérées? Imaginons que ça se passe. Comment l'État central et les entités fédérées travailleraient?
L'État central et les entités fédérées ont toujours travaillé dans ce pays dans parfois une schizophrénie épouvantable, parce que des partis qui se trouvaient au gouvernement fédéral et au gouvernement de la région ou de la communauté s'accusaient mutuellement selon le niveau de pouvoir, sur la gestion de la dette wallonne, on critiquait au fédéral et inversement. Donc, ça, ce pays, il a toujours été comme ça, il le restera, je crois. Oui, c'est vrai, mais enfin, ici, ça peut devenir tout à fait injouable. Non si le mouvement réformateur est le seul, ça fait 7 postes de ministre, c'est un beau cadeau. C'est pas un cadeau, c'est la manière d'appliquer la répartition linguistique au sein du gouvernement fédéral, donc ça n'a rien d'un cadeau, Monsieur Grosfilet. Mais je vous dis, on parle ici d'une hypothèse qui est essentiellement, cette semaine-ci, une hypothèse journalistique, et donc je ne commente pas. Sur 7 ministres réformateurs, il faut combien de Bruxellois ? Oh, ça, vous voyez que le président du parti, combien de Bruxellois, combien de jeunes, combien de femmes, ça, il appartiendra au président du parti de décider. Allez, on va passer au reste de l'actualité. On va s'intéresser à ce qui s'est passé chez Delhaize avec l'annonce de 2500 suppressions de postes et de 14 magasins qui pourraient soit fermer, soit être confiés à des franchisés. C'était en milieu de semaine. Reportage au lendemain de cette annonce dans un Delhaize en grève avec Sabine Ringelheim et Béatrice Brotteau. Cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai pas fermé l'œil, j'ai pensé à tous mes collègues, à tout le monde, à tout ce qui se passe, à tout ce qui arrive pour le moment. Et c'est vrai qu'on n'en dort pas. On est très stressés, on ne sait pas. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Voilà. Colère, amertume, tristesse. Pour beaucoup, la nuit a été courte. Ce matin, c'est l'inquiétude qui domine. Mon mari, lui, travaille à Webreren. Et donc là, c'est d'office, le magasin ferme. Et voilà, quoi. Et on est dans l'incertitude, au fait. On ne sait pas ce qu'on va faire de nous. Et vous travaillez depuis combien de temps en Delhaize ? Moi, depuis 26 ans. Et mon mari, depuis 16 ans. Je travaille là depuis que j'ai 18 ans. Ça fait 14 ans que je bosse pour Delhaize. Et je pense que, comme la plupart de mes collègues, on se voyait pensionnés ici. L'état d'esprit, c'est le dégoût. L'annonce a été faite comme ça, d'un coup. C'est une annonce grave et vraiment c'est beaucoup en une fois. Alors spontanément, une partie des employés a débrayé ce matin à l'heure d'ouverture de ce Delhaize de Schaerbeek, par solidarité avec le personnel des magasins directement concernés, mais aussi parce que le plan annoncé hier par la direction du groupe pourrait les toucher également. À partir du moment où on annonce 14 magasins fermés et 2500 personnes qui vont être mis hors de Delhaize, c'est sûr qu'il y a encore des gens qui vont partir dans chaque magasin. Et ils ne sont pas les seuls, loin de là, à faire grève aujourd'hui. Depuis ce matin, la liste des magasins qui restent fermés ne cesse de s'allonger. Vers midi, ils étaient déjà une douzaine à Bruxelles. On a appris que nos collègues avaient besoin de soutien au Delhaize en quart. Donc on va aller les rejoindre pour les aider à fermer le magasin. Quand il y a un problème d'emploi, je comprends qu'on puisse se battre pour son emploi. C'est tout à fait logique. Le magasin restera fermé cet après-midi et les employés en grève pourraient décider de poursuivre le mouvement demain. Donc une journée de fermeture et puis ça s'est globalement normalisé dans les jours qui ont suivi. Candice Van Eyck. Oui, une question donc pour Monsieur Haïdar. Est-ce que on a entendu Monica de Koning, donc la ministre fédérale de l'Emploi qui est dans votre parti, dire qu'elle espérait que la concertation sociale permettrait de limiter le nombre de licenciements. Est-ce que finalement ça ne vous désespère pas un peu d'entendre votre ministre exprimer des regrets ou bien des espoirs finalement pour tenter de masquer sa totale impuissance par rapport à la situation ? On a une impuissance, effectivement. Vous savez, le pouvoir d'achat, le fait que les gens consomment plus ou moins. Maintenant, il y a une entreprise qui est privée, qui fait apparemment des bénéfices et qui, malgré tout, licencie du personnel. Donc, ça, c'est la question qu'il faut se poser, se dire, effectivement, on a donné des incitations à ces entreprises pour engager du personnel, et à nous de poser les questions de savoir est-ce qu'on va récupérer ces incitants, puisqu'effectivement, on a permis à ces gens de pouvoir faire du bénéfice indirectement en leur permettant d'avoir des primes et d'engager du personnel. Maintenant, on peut simplement regretter, mais il faut trouver une solution à ces gens-là. Maintenant, c'est un défi. Je pense qu'à Bruxelles, on a vu le taux de chômage qu'il y a, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs. Je pense que c'est le grand défi pour les 5 prochaines années. Et je pense qu'effectivement, parfois, on est impuissant. Mais on peut mettre de l'argent autant qu'on veut dans des entreprises. Si à un moment donné, malgré qu'il y a de l'argent, qu'ils décident de fermer les portes, on ne sait rien y faire. Ou bien on doit tout remettre au service public et engager tout le monde au service public. Et ça, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez qu'il faudrait peut-être remettre en question les avantages fiscaux octroyés Tout à fait, mais je pense qu'il ne faut pas spécialement les revoir. Mais je pense qu'il y a certaines entreprises qui en ont peut-être abusé et qu'il faudrait peut-être voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Mais il y en a d'autres qui font leur travail. Je pense effectivement ici, c'est une grosse entreprise qui est une grande enseigne et qui a fait beaucoup de bénéfices et qui malheureusement, apparemment, malgré tout, a quand même licencié pratiquement 2500 personnes. Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est maintenant une chose. La première étape, c'est de regretter les choses, mais maintenant, il faut retrousser la manche et trouver des solutions pour que ces gens puissent trouver du boulot le plus rapidement possible.
Karim Fado. Comme j'enchaîne par rapport à ce que disait Candice, il y a une forme de schizophrénie dans le monde politique, c'est que d'un côté on dit il faut des incitants, il faut aider les entreprises à créer de l'emploi, à ouvrir les commerces, etc. Et puis une fois que ces grands groupes décident de fermer, vous ne pourrez jamais les empêcher de fermer des magasins, fermer des points de vente, fermer des enseignes, délocaliser, vous les empêcherez jamais. Ni récupérer les incitants fiscaux. Voilà, et c'est ça, et au final vous ne récupérez jamais les incitants fiscaux que vous avez donnés au départ. Vous savez, je pense qu'on peut toujours être trahi. C'est comme une relation quand on a une confiance en quelqu'un et puis on nous trahit, c'est comme ça. À un moment donné, on doit permettre aux entreprises de pouvoir soutenir, créer de l'emploi et pour ça, il faut donner des incitants. Ces incitants ont été mis en place et malheureusement, ils nous ont trahis. François Alberto, est-ce que trahison, c'est le bon terme ? Je ne sais pas si on peut parler de trahison. Moi, je suis très, très interrogative sur la manière dont ça a été managé chez Delhaize. Et hier encore, interviewé sur une autre chaîne, avant-hier, le CEO de Delhaize qui n'arrivait pas vraiment à expliquer comment il en était arrivé là. Moi, je suis vraiment perplexe, interrogative sur la gestion de cette très, très grande maison qui a une responsabilité importante vis-à-vis du personnel qu'elle emploie et du nombre de personnel qu'elle licencie et qui n'est pas capable d'expliquer comment elle en arrive là. On va l'écouter. C'est Digne Knops, le patron de Delhaize auquel vous faites référence. On ne va pas écouter l'interview auquel vous faites référence, mais on va écouter ses explications lors de la conférence de presse qui annonçait cette décision du groupe. Premièrement, la crise économique. Elle a fondamentalement changé le comportement d'achat de nos consommateurs. Deuxièmement, ce marché belge de la distribution, il est devenu en peu de temps l'un des marchés les plus concurrentiels en Europe. Les acteurs étrangers ont plus d'économies d'échelle et ont un avantage de coût par rapport à nous. Les volumes et les parts de marché de nos supermarchés en gestion propre sont sous forte pression. En outre, Delhaize Belgique souffre d'un handicap de coût important. Cet handicap de coût est non seulement important, mais il est également croissant en matière de conditions de travail et de rémunération, par rapport à d'autres acteurs de la distribution qui sont actifs sur le marché belge. L'évolution des marges de nos supermarchés en gestion propre, elle est devenue intenable. Candice Van Eyck. Oui, Madame Berthier, vous sembliez dire donc qu'il y aurait un problème de choix stratégique dans le chef, donc notamment du directeur général de Delhaize Belgique. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on observe depuis 20 ans au sein des toutes grandes entreprises, c'est qu'on est plus dans une perspective de profit à court terme. On a vu donc en 2013, l'année dernière, on a octroyé une augmentation de 11% des dividendes. Et ensuite, donc en 2014, là, pour investir, il faut couper donc, dans l'emploi, licencier des gens, fermer des magasins. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose de logique dans la perspective actuelle qui est celle des grandes entreprises? Non, dans l'explication qui est donnée, on a des choix stratégiques de management qui, moi, m'interrogent très fort. On découvre l'actionnaire n'a pas toujours raison. On découvre la crise économique subitement. La crise économique, elle n'est pas arrivée sur notre tête subitement il y a 3 mois. On découvre que les gens ont d'autres habitudes d'achat. On le sait tous, hein, nous, citoyens, il suffit d'un petit peu lire la presse économique, on sait que les habitudes d'achat des gens changent. On sait que les gens sont très très sensibles aux factures, au côté coût, à ce qu'ils payent comme facture à la fin du processus. On le sait tous, nous tous on le sait. Alors le management semble tout d'un coup le découvrir au moment où on ferme 14 enseignes, où on licencie 2500 personnes. Il y a une chose qu'ils disent, qui est vrai et qui est un problème dans notre pays, et ça, nous, c'est quelque chose que nous voudrions pouvoir améliorer, c'est le poids du coût salarial sur la rentabilité. Ici, il parlait de magasins en gestion propre, hein, il ne parlait pas du volume d'affaires du groupe Delhaize, mais de la rentabilité. Il faut évidemment que nous puissions alléger le coût salarial pour que nous puissions rester concurrentiels, pour que nous puissions non seulement inciter, engager, mais aussi maintenir l'emploi existant, parce que c'est souvent ça qui va jouer dans la balance des entreprises. Mais je reste quand même, après avoir encore réécouté cette explication, assez interrogatif sur les choix du management de Delhaize. Est-ce que ça veut dire que, et je vais peut-être poser la question aussi aux collègues journalistes, est-ce que ça veut dire que Delhaize a fait une erreur de positionnement en essayant d'avoir une attaque du marché plutôt haut de gamme, mais en ne se battant pas sur les prix et en laissant le terrain des prix au hard discounter? Comme Lidl. Le contre-exemple, c'est quand même Lidl, parce que Lidl, depuis quelques années, ouvre de nouvelles enseignes, élargit ses plages d'ouverture, et donc on se dit, mais comment se fait-il que d'un côté, vous avez une enseigne qui fonctionne relativement bien, qui engage, qui recrute, qui ouvre des points de vente, et de l'autre, une enseigne
enseigne qui se casse littéralement. Et qui est pourtant une enseigne historique bien implantée. Une enseigne historique qui se casse littéralement la figure, qui faisait office de précurseur, je le rappelle quand même, dans les années 50-60. Et puis voilà, vous avez deux exemples différents. Alors on est bien d'accord, à Bruxelles, il ne faut pas qu'il y ait que des Lidl ou que des Aldi. Je cite des marques là, mais c'est la réalité. Bon, vous serez pardonné, Karim. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Colruyt, par exemple, qui est aussi une politique aussi très agressive au niveau des prix. Mais alors, quelle place accorde-t-on justement à ces enseignes qui, justement, souhaitent se positionner? Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut coller aux attentes du marché. La pauvreté joue un rôle important par rapport et donc, si le marché prix, ne veut que des hard discounters, on n'aura que des hard discounters. Et le marché ne demande pas que des hard discounters. Il y a une série d'autres niches aussi qui se développent. Vous avez aussi, dans l'alimentaire, une série d'autres niches qui se développent et se développent bien et qui sont parfois des magasins chers. Je pense aux magasins bio qui correspondent à des choix alimentaires. Vous avez besoin on a besoin de quelque chose de très large. Mais je pense, parce que j'observais aussi ces derniers mois toutes les rénovations à grands frais des magasins de l'Aise. Il y a énormément d'argent qui est investi pour rénover les magasins et c'est là aussi que je me pose des questions. On est en train de rénover pour fermer. Mais de l'autre côté, on a des entreprises qui font du bénéfice. Donc il y a de l'argent. Donc c'est pas qu'il n'y en a pas. Ça c'est un. Et de l'autre côté, effectivement, on est passé de 1 personne sur 4 à 1 personne sur 3 à Bruxelles qui vit sous le seuil de pauvreté. 350 000 personnes. Ça veut dire 250 000 à 350 000, il y a 100 000 personnes en plus qui vivent sous le seuil de pauvreté à Bruxelles. Donc à un moment donné, tout ça, ça a certainement un impact. Mais de l'autre côté, une entreprise qui fait du bénéfice, à un moment donné, peut se permettre de se dire, écoutez, cette année, je perds un peu d'argent parce que je dois investir dans le personnel, c'est pas grave. Et c'est ça, et c'est la relation qu'on a avec son personnel. Guy Bernard. Oui, je voulais simplement dire que la particularité, c'est effectivement dans le fait, enfin, particularité qui a parfois tendance à se répéter malgré tout, mais dans le fait que Deleuze, fondamentalement, fonctionne bien. C'est une boîte qui marche. Et alors, mais j'avais une petite question à Mme Berthiaud qui va peut-être nous ramener indirectement il y a quelques minutes. Fouad Taïdar avouait parfois l'impuissance du politique. On a l'air d'être les uns et les autres plus ou moins d'accord sur les constats. Est-ce que votre point de vue, c'est aussi de déplorer cette impuissance, ou bien est-ce que vous imaginez, vous, Mme Berthiaud, qu'il y a des choses qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut conditionner les aides de l'État, notamment les incitations fiscaux, à l'obligation de maintenir l'emploi, par exemple? Alors d'abord, je voulais dire que je trouve très courageux mon collègue, qui est un homme de gauche, de dire qu'on a une certaine impuissance. Les hommes de gauche dans ma communauté ont tendance généralement à faire croire qu'ils peuvent faire des miracles. Et je pense que c'est très honnête de dire on a un degré d'impuissance par rapport à des décisions d'entreprises privées, tant d'engagés que malheureusement de licenciés. Mais il est vrai que quand des aides publiques sont apportées, et au regard de tout ce qu'on a vécu en Wallonie ou à Bruxelles, on pourrait tout à fait conditionner l'octroi de subventions, d'aides publiques à un certain nombre de conditions, évidemment toujours limitées dans le temps, parce qu'on ne sait pas faire ça pour les siècles des siècles, évidemment. On avait dit la même chose avec Carrefour il y a plusieurs années. Et à ce moment-là, avoir effectivement une rétrocession de tout ou partie de la subvention en cas de ça, c'est envisageable. Dans un accord de gouvernement avec des partis de centre-droit, on pourrait le mettre. Karim, Mehmet Oksal. Moi, je m'interroge beaucoup sur le mouvement syndical bruxellois et les mouvements sociaux. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de revivre tout le temps la même chose. C'est-à-dire, il y a une grande multinationale qui est historiquement belge, c'est vrai, mais qui aujourd'hui est surtout américaine. Et donc, l'essentiel du chiffre d'affaires est quand même en Europe. Oui, mais bon, non, justement. C'est fort développé. Non, justement, en Amérique, l'essentiel du chiffre d'affaires reste en Amérique et les profits restent en Amérique. Oui, alors l'essentiel du personnel c'est d'ailleurs pourquoi l'insensibilité des actionnaires pour dire on va virer 2500 Belges, on s'en fout, ça nous touche pas du tout. Mais ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est voilà, une crise se passe, une multinationale vire et on fait 2 jours de grève et puis business as usual. Ça ne devrait pas être comme ça, justement. On devrait quand même s'interroger sur comment est-ce que les parlementaires... Est-ce qu'on a été voir combien d'impôts a payé cette société, combien de subsides ils ont reçus, et en fonction de quoi on va leur accorder de futurs subsides ou quoi. C'est ça qu'il faut faire comme travail en tant que parlementaire, quoi. Ouais. Candice Vanek. Vous semblez tous deux dire qu'il faudrait un peu réfléchir à cet octroi d'avantages fiscaux pour le conditionner donc au maintien de l'emploi en Belgique. Je ne parlais pas d'avantages fiscaux, je parlais des subventions et de l'argent public qu'on donne. De subventions aussi, mais est-ce que, très honnêtement, vous pensez que ça va passer auprès de l'Europe ?
Déjà, il faut parler des subventions qui passent auprès de l'Europe. Parce que la difficulté, ce n'est pas de conditionner une subvention, c'est de pouvoir l'octroyer, notamment sans fausser la concurrence. Donc, la difficulté avec l'Europe, quand on veut faire des apports d'argent public vers le secteur privé, c'est toujours de voir, notamment si on n'est pas dans des matières où on va fausser la concurrence. Si on les rend plus difficiles ou qu'on les conditionne, ça, c'est pas tellement ça le problème de l'Europe. C'est le problème de l'application et du suivi chez nous. Parce que ça suppose évidemment qu'il y ait une application et un suivi, et qu'on sache 3 ans après encore combien on a donné, à quelles conditions et combien éventuellement. Donc ça, c'est plus une question de gestion interne des compétences dans notre pays. Oui, mais si on prend le critère de l'emploi pour accorder des subventions, ça fausse quand même la concurrence. Donc, mais le fait d'accorder des subventions pose souvent problème au niveau européen. Si on les conditionne, ça c'est un problème d'application au niveau belge. Alors je vous propose de jeter un coup d'œil à un dossier dont on a très souvent parlé, c'est le survol de Bruxelles, avec une initiative lancée par 4 bourgmestres. Reportage d'Arnaud de Spiegelard et Thierry Duboquet. Ils sont habituellement adversaires politiques. Mais ça, c'était surtout avant le scrutin du 25 mai. Aujourd'hui, ils embarquent tous dans le même avion, destination la révision du plan de survol de Bruxelles. Il faut que ce dossier soit prioritaire et on est vraiment dans un moment important puisque les négociations gouvernementales vont commencer au niveau bruxellois et au niveau fédéral. Donc les mauvaises décisions qui ont été mises en œuvre en février, le plan Wathelet, c'est maintenant qu'elles doivent être changées. La modification apportée au virage gauche le 29 mai dernier par Melchior Wathelet, le secrétaire d'État en charge de la mobilité, n'a donc pas endormi les bourgmestres des 4 communes concernées. Ils s'associent pour exiger 3 mesures concrètes. Il faut que le réseau de sonomètres à Bruxelles soit étendu. Il faut que l'arrêté bruit qui porte mon nom soit exécuté et respecté. Il faut enfin que le gouvernement fédéral, le futur gouvernement fédéral, modifie un plan qui a été pris sans concertation, sans cohérence et sans rationalité. Il faut qu'on respecte le principe de ne pas survoler les zones les plus densément peuplées. Ça veut dire que ça va être Bruxelles contre la Flandre ? J'attends avec beaucoup d'intérêt la fin de la période du conflit d'intérêts le 9 juillet prochain, puisque à ce moment-là, de nouvelles routes pourront déjà délester une partie du survol de ces communes, et d'autre part, l'extension de la nuit est tout de même un pas vers une solution plus positive. Le futur gouvernement fédéral est prévenu, son envol sera immédiat, le dossier du survol l'attend déjà. Question pour Françoise Berthiaud, j'ai vu 4 bourgmestres, j'ai pas vu un seul du mouvement réformateur. Il manque le bourgmestre d'Etterbeek, qui est aussi directement concerné, qui a aussi pris des initiatives de son côté. Et ce qui me fait dire que cette réunion des 4 amis a un côté un peu incantatoire. Parce que, en partie d'un air mâle et viril, le bourgmestre d'Oderghem demande que le gouvernement bruxellois fasse un certain nombre de choses. Mais je rappelle qu'il participe à la formation de ce gouvernement bruxellois et que c'est dans l'accord de gouvernement qu'il doit faire écrire des choses. Est-ce que la réunion qu'on vient de voir, c'est déjà la première matérialisation d'un clivage future majorité, future opposition? Mais il y a encore un bourgmestre qui est dans l'opposition désormais, qui est à la table. Donc, je ne comprends pas le groupement et le côté incantatoire. Par rapport, comme M. Serek vient nous dire, c'est au fédéral, c'est son ministre qui a mis une pagaille épouvantable à Bruxelles, qui a divisé les habitants, ceux qui n'ont plus les avions contre ceux qui ont les avions maintenant. Je pense que c'est son ministre qui a raté pas mal d'occasions d'arranger, de réparer les choses, mettre la pression maintenant sur le futur gouvernement fédéral, dont on ne sait pas aujourd'hui, je vous rappelle, madame, messieurs, s'ils sont dedans ou pas, c'est un côté incantatoire. Fouad Haïdar, dans la déclaration de politique régionale, donc du gouvernement régional, il y aura un gros chapitre avion? Un gros chapitre, je ne sais pas, mais il y aura quand même un chapitre, puisque effectivement, ça va du bien-être des Bruxellois, et je pense que le cadastre du bruit est très important. Vous savez, toutes sortes de bruits, soit le simple klaxon jusqu'à... Et donc, il y aura une référence à l'arrêté Gauzouin, comme on parlait dans le reportage. Surtout qu'il sera dans le gouvernement, et il aura l'occasion de l'appliquer. Et la possibilité de lever des amendes. Tout à fait, puisqu'il sera dans le gouvernement, il aura même l'occasion de l'appliquer s'il prend l'environnement. Ouais, et donc, il y aura une définition claire de ce que les Bruxellois acceptent ou pas. Tout à fait. Je pense que c'est important à l'environnement. Je ne sais pas s'il prendra l'environnement, mais s'il s'attache à ça, je pense qu'il pourra le résoudre s'il sera à l'environnement. Allez, c'est l'heure de la revue des unes, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. On va jeter un œil à la une de M Belgique, Candice Van Eyck. Oui, donc un dossier spécial foot, Coupe du Monde dans M Belgique. Avec un titre à contre-pied.
Oui, plutôt. Mais bon, disons qu'on voit aussi un peu les conséquences sur la vie des couples de cette période que constitue la Coupe du Monde. Ouais, c'est pas bon le foot alors. C'est très risqué pour certains. Alors, on va jeter un coup d'œil à la presse néerlandophone, c'est Bruxelles This Week, et c'est le choix de Mehmet Kotsal, et je vais vous montrer un article dont vous voulez nous parler. Oui, je vais vous parler de l'article de Steven Van Gars, mon confrère avec qui j'ai été à Emirdağ, là d'où sont originaires la plupart des Turcs vivant à Bruxelles. On a fait un reportage sur l'impact de l'immigration 50 ans après à Emirdağ. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'impact à Bruxelles, mais jamais du lieu d'origine. Et là, c'est un super reportage en néerlandais cette semaine, mais qui sera aussi en français, mon reportage, qui sera publié chez Alter Echo dans quelques jours. Donc chez Alter Echo, vous reviendrez la semaine prochaine ou dans 15 si jours avec l'exemplaire. Allez, on va prendre le contre-pied du contre-pied de Candice Van Eyck, Karim Fadoul. Mais c'était notre une de cette semaine. On avançait les noms des 11 diables qui joueront peut-être contre l'Algérie mardi. C'est un pari donc. Mardi prochain. C'est un pronostic. Un pronostic. Voilà. C'est plus facile de pronostiquer une équipe de foot ou un gouvernement? Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas. Des journalistes comme moi, non? Et le dernier choix, c'est un hors-série pour la dernière heure. Oui, ça c'est pas du foot fiction, c'est pas essayer de savoir qui va jouer mardi, mais c'est d'avoir tous les détails, joueurs, équipes, stade, tout ce qu'on veut. C'est effectivement le hors-série de l'ADH qu'on trouve évidemment encore et toujours. Allez, on fait un dernier tour de table. Je vous donne le choix entre rien du tout, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale pour les Diables Rouges. Voilà, demi-finale. Françoise Berthiaud. Oula, on verra. Candice Van Eyck. Finale, évidemment. Finale, bien sûr. Il faut être réaliste, quart de finale. Réaliste, quart de finale. Voilà, c'était les pronostics des experts. Vous enregistrez, vous gardez la bande pour la fin juillet. Et bon week-end à tous. La suite de votre week-end, c'est notamment After sur l'antenne de Télé Bruxelles et Bouche Bée dans un instant. Bon après-midi, bon week-end à tous.